On va faire un petit point sur les altcoins. Je voulais vous montrer un truc que je trouve quand même intéressant par rapport aux altcoins. Vous connaissez très sûrement cet indicateur qui est l'index de l'altcoin season. Donc en gros, très globalement, plus l'index qui est de 33, qui va de 0 à 100, est proche de 0, plus c'est Bitcoin qui surperforme l'entièreté des altcoins, et plus il est près de 100, plus les altcoins surperforment Bitcoin. Vous voyez qu'actuellement il est à 33 et qu'on a eu une grande période où Bitcoin était largement devant par rapport aux altcoins et qu'on a eu une grosse remontée, les altcoins sont en train un petit peu de rattraper. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qu'il se passe actuellement sur les altcoins. Est-ce qu'on entend un petit peu de tout, que ce cycle va être un super cycle de Bitcoin, que ça y est les altcoins c'est fini, que c'est risqué, etc. Mais quand on regarde quand même sur les dernières semaines, enfin les derniers jours, les 10-15 derniers jours, les altcoins ont surperformé Bitcoin avec de très belles hausses. On voit notamment Near Protocol qui s'est très bien ressaisi après sa perte et d'autres projets. Donc les altcoins ont un petit peu rattrapé leur retard, mais je voulais quand même vous montrer ça. Ce graphique qui est l'ensemble du market cap des crypto-monnaies sans Bitcoin et Ethereum. Et vous voyez que l'ensemble du market cap des crypto-monnaies sans Bitcoin et Ethereum est en train de diminuer. Et ça montre quand même quelque chose de très intéressant, qui est le fait que on est dans une situation où actuellement les gens investissent quand même dans des altcoins, mais resserrent beaucoup leurs investissements et se tournent un petit peu plus vers des altcoins déjà établis, des altcoins du top 10, du top 20, du top 30 maximum, et on a beaucoup moins de place actuellement pour les low cap, pour les petits projets, qui actuellement, vous voyez, on a, à part les meme coins, où c'est un petit peu bullshit, mais vous voyez que à part les meme coins, il y a quand même très peu de projets qui émergent un peu nulle part et qui font des grands x10, x20 de manière assez prévisible, comme on pouvait l'avoir au dernier cycle. Et je pense que ça, c'est quand même dû à plusieurs choses. Déjà, au fait qu'actuellement, il y a trop d'altcoins par rapport à la liquidité disponible. Vous voyez qu'il y a actuellement plus de 2,4 millions de cryptos juste sur CoinMarketCap. Donc, le nombre de cryptos a fait, je crois, x5 par rapport au dernier cycle, au top du dernier cycle, je crois, et on n'est pas encore au top de ce cycle. Donc, forcément, quand on a de la liquidité, elle va se déverser sur des projets, sauf que quand on a trop de projets, la liquidité, elle va aller où? Elle va aller vers les meilleurs projets. Et actuellement, les gens veulent un petit peu plus de sécurité et veulent du coup se rediriger vers des Solana, des BNB, et ce sont ces projets qui performent. Donc la première chose, c'est que je pense qu'il faut quand même savoir pivoter et savoir faire attention et accepter que le marché actuellement ne veut pas des altcoins low cap. C'est pour ça qu'actuellement, je vous parle un petit peu moins de low cap, parce que j'estime que c'est pas le moment, que se recentrer sur des projets qui sont déjà établis, qui génèrent des revenus, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus intéressant. Vous voyez des projets qu'on a mis en avant pendant un moment, comme Near Protocol, qui montrent des gros signes de force, même s'ils se sont fait un petit peu dégager pendant la correction. On est dans des très bonnes zones d'achat pour, par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête, GRT, qui est dans une très bonne zone d'achat actuellement, qui n'a pas extrêmement bien performé et qui a un petit peu de retard par rapport à tout ce qui se passe. FET également, qui est un petit peu aussi dans cette zone. D'ailleurs, FET qui a fusionné avec le fameux ASI qui a été mis en place, à voir un petit peu ce que ça donne. On n'a pas trop entendu parler de ce lancement. FET qui est dans une bonne zone aussi, et FET qui nous a fait exactement la même chose au dernier cycle. Donc ça peut être très intéressant. Honnêtement, ça peut être très intéressant. Mais ce que je voulais quand même aussi vous montrer, c'est cette charte qui représente en gros la quantité de fonds qui ont été levés par les Ventures Capital, donc les fonds d'investissement, dans des projets crypto en fonction des mois. Et il y a quand même une tendance qui est très intéressante, c'est que si on regarde en 2022, même en 2021, on avait des quantités d'argent qui étaient levées assez débiles. Vous voyez qu'on a des mois 3,5 milliards, 3 milliards, 3,3, jusqu'à des pics à 7,12 milliards, qui a d'ailleurs été le pic de... Ils ont vraiment timé le top du marché. Bravo les VC. Mais que si on regarde sur un an, ça reste un peu timide. Ça reste un peu timide, voilà, 1 milliard, 800 millions. Et donc, il y a peut-être un petit peu moins d'innovation qui est en train de se mettre en place. Alors, toute proportion gardée, évidemment, parce que moins d'innovation, ça veut tout et rien dire, mais peut-être que les Ventures Capital sont un petit peu frileuses. Il y a aussi des conditions économiques qui rentrent en compte. Évidemment, emprunter, ça coûte plus cher. Donc maintenant, on sélectionne un petit peu plus. Il y a peut-être aussi l'IA, où du coup, certains groupes ont pivoté et ont accordé de la liquidité à ces startups IA. Et donc, on a moins de nouveaux altcoins qui ont vraiment énormément de fonds et qui peuvent développer des trucs de fou. Alors, il y a encore beaucoup d'argent, évidemment. Et tout ça, ça nous amène quand même à la question de, est-ce que pour cette suite du cycle, donc ces 2 prochains mois peut-être, il serait pas intéressant de simplement se concentrer sur ce qu'on a en face de nous, sur le top 100, et de regarder quels sont les projets qui peut-être n'ont pas encore performé et qui ont des belles choses devant eux, sans vraiment vouloir aller forcément vers la 1000e page de CoinMarketCap et essayer de trouver des projets un petit peu obscurs qui peuvent performer. Même si c'est ce que j'aime, forcément c'est pas actuellement quelque chose de rentable et c'est important de suivre le marché. Et pour suivre le marché, je vais vous montrer quand même un petit dashboard que je trouve hyper intéressant. On a ce petit dashboard d'une que je trouve très intéressant, vous pouvez aller les mettre si vous voulez, c'est la force des cryptos en fonction des narratifs. Donc en gros c'est un dashboard qui va analyser en prenant en compte certaines métriques, quelles sont les
narratifs actuellement les plus performants et quels sont à l'intérieur de ces narratifs les jetons les plus performants. Et vous voyez qu'on a quand même des trucs qui sont assez intéressants, dans le sens où sur les 30 derniers jours, les narratifs qui ont performé, déjà le seul narratif qui a performé c'est les meme coins. Alors les meme coins c'est un grand débat, on pourrait en parler parce que c'est un sujet qui est quand même intéressant. Les meme coins ça a un aspect dégène, mais il faut être assez expert de manière assez paradoxale pour performer dans les meme coins. Et je ne le suis pas, c'est pour ça que je mets pas en avant ce sujet, mais force est de dire que bah effectivement ils sont présents. Mais vous voyez que derrière les narratifs qui ont eu les plus faibles baisses, on peut dire, parce que forcément c'est forcément relié à Bitcoin, ce sont les Real World Assets et les Layer 1. Et je pense que c'est important actuellement de se concentrer de manière un petit peu plus forte sur ces deux narratifs. Alors évidemment je n'oublie pas d'Epine, je n'oublie pas l'IA, je n'oublie pas ces narratifs, mais pour l'instant il n'y a pas de liquidité. Donc il faut se tourner vers là où sont les liquidités, et je pense que si le bull run reprend un petit peu de poil de la bête, la liquidité va commencer par aller vers ces deux secteurs, Real World Assets et Layer 1. Et ça m'amène à ce petit dashboard que je trouve très intéressant. On est sur Artemis, qui va nous permettre de faire un petit comparatif de ce qui se passe sur les différentes blockchains. Alors vous voyez que j'ai mis quelques blockchains là, Aptos, Avalanche, Ethereum, Near Protocol, Sui, et on a du coup des informations sur les performances on-chain des différentes blockchains. Et vous voyez qu'il y a des choses très intéressantes qui vont sortir de ça. Quand on regarde le nombre d'adresses actives sur la blockchain, on voit que en tête c'est Near Protocol qui a beaucoup d'activités. Alors Near Protocol a beaucoup de forks de Diap, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'adresses actives, mais Near Protocol est en tête en termes d'adresses actives devant Solana et Polygon. Near Protocol Solana qui domine, on a Ethereum qui est avec 300 000 adresses actives. Alors c'est un peu différent parce que la présence est fractionnée sur la blockchain Ethereum, on a beaucoup de Layer 2 et beaucoup d'adresses actives sur le Layer 2, donc c'est pas forcément quelque chose de très significatif, mais quand même l'activité de Near est assez représentative. On a Solana qui est deuxième. Ici, en termes de nombre de transactions par jour, c'est Solana qui explose la concu. Solana est devant tout le monde de très loin avec 35 millions de transactions journalières derrière Near Protocol et Sui. Alors Near Protocol encore une fois très actif. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire oui c'est les mêmes coins, tout ce que vous voulez. Ouais si vous voulez c'est les mêmes coins, si vous voulez. Mais on a 38 millions de transactions journalières sur Solana et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère dans le sens où la blockchain actuellement supporte les choses, où la blockchain montre aussi que l'accessibilité se fait ici et pas sur Ethereum. Les mêmes coins se font sur Solana pour certaines raisons, parce que Solana a un squelette monolithique, donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation, c'est beaucoup plus facile, et donc les gens vont sur Solana, et derrière Near Protocol. La TVL est explosée par Ethereum évidemment, qui a énormément de liquidités. On a Solana qui est derrière avec 4,8 milliards, Polygon ensuite, Avalanche. Si vous regardez un truc qui est quand même intéressant, c'est regardez en dessous Sei Network. À chaque fois là, regardez Sei Network. 11 000, 30 millions, vous regardez un petit peu là, Sei Network à chaque fois les trucs en rouge. Au terme de frais, alors Ethereum qui est toujours un petit peu devant, je vais enlever Ethereum parce que c'est pas ce que je vais vous montrer. En termes de frais, Solana qui récolte énormément de frais. Quand on a des analystes professionnels qui vont investir dans les entreprises, l'une des choses les plus importantes qu'ils vont regarder, c'est la quantité de revenus de cette entreprise. Et Solana est loin devant. Et donc on peut dire oui, c'est les mêmes coins ici. Mais bon, les mêmes coins, ils rapportent. Et actuellement, je trouve que vous devez faire très attention à la TVL, au nombre d'actifs et au nombre d'adresses et aux frais qui sont récoltés ainsi qu'aux revenus. Les frais et les revenus, c'est globalement souvent corrélé. Et ça m'amène quand même à une chose, c'est qu'il y a 3 blockchains, j'enlève Ethereum dans le lot parce que, encore une fois, c'est une autre question, mais il y a 3 blockchains de Layer 1 qui se détachent vraiment du lot selon moi, qui sont Solana, Toncoin et Near Protocol actuellement. Et vous voyez que, il est où mon CoinMarketCap? Vous voyez que ce sont des projets qui sont actuellement sous nos yeux et qui performent extrêmement bien. Et pour moi, quand on voit que actuellement les blockchains de Layer 1, et c'est toujours un petit peu la même situation, c'est que les blockchains de Layer 1 en début de bull run ont toujours beaucoup de force. Forcément, l'innovation se crée sur ces socles-là, donc ce sont les socles au début qui bénéficient de ça, vu que c'est un peu la rampe de lancement. Et donc il va falloir trouver les Layer 1 qui peuvent le plus performer, et en tout cas, en prenant l'analyse que les gens se tournent plutôt vers les projets déjà établis, déjà faits, en prenant par-dessus l'analyse que les gens se tournent vers les Layer 1 et en prenant l'analyse on-chain, ça nous amène quand même à la conclusion qu'il y a 3 gros leaders dans cette catégorie qui sont Solana, Toncoin et Near Protocol. Pour moi, alors pour être honnête avec vous, ce sont les 3 seuls Layer 1. Ah, il y a Kaspa aussi. Kaspa qui est, alors c'est un débat différent, mais Kaspa est aussi dans le lot pour d'autres raisons. Mais pour moi, ce sont les 3 ou 4 grosses Layer 1 qui vont bénéficier, à mon avis, d'énormément de liquidités et de spéculation pour plein de raisons. Je vais vous montrer aussi les Real World Assets, la tokenisation des actifs numériques
qui est un très gros narratif, qui je pense n'a pas eu son heure de gloire parce que les projets Real World Asset ont performé. Le narratif Real World Asset devait arriver au moment où Bitcoin a crash il y a quelques semaines. Et donc ils se sont un peu fait couper l'herbe sous le pied, alors que je pense que la quantité de projets de ce narratif qui sont encore sous-évalués est assez débile. Quand on regarde un petit peu les performances, on voit qu'on a OM qui a très bien performé. Alors OM, c'est le projet Mantra, qui est une blockchain de Layer 1 spécialisée dans les Real World Assets. En gros, Mantra, son objectif, c'est de venir créer tout un écosystème Real World Assets qui veut être le plus liquide possible en permettant à tout le monde de créer des DApps sous KYC. Alors ça va pas être des DApps que tout le monde peut créer comme sur Ethereum, NIR ou ce que vous voulez. Ça va être des DApps sous KYC, donc qui ne sont pas permissionless mais qui sont permissionned, donc sur lesquels on doit demander la permission pour construire. Pourquoi on doit demander la permission pour construire? Tout simplement parce que la tokenisation des actifs réels, on peut pas faire n'importe quoi avec, et c'est un secteur qui est extrêmement surveillé d'un point de vue de juridiction. Et donc forcément tout le monde ne peut pas arriver et dire tenez, venez sur mon protocole où je tokenise des bons du trésor. C'est pas possible pour des raisons qui sont assez évidentes. Le site est cool en vrai. Et du coup Mantra, objectif de proposer du trading d'actifs, que ce soit crypto, immobilier, equities, et c'est un projet qui a extrêmement bien performé ces derniers temps. Je crois qu'il est déjà dans le top 7 jours, je l'ai vu. Voilà. Bon, le seul défaut de ce projet, c'est qu'il s'appelle OM, mais bon, bref, c'est un projet qui a extrêmement bien performé, qui est assez récent. Alors pourquoi il a bien performé? Parce que c'est un projet déjà de qualité, et surtout ils ont annoncé un gros deal avec un groupe immobilier de Dubaï qui s'appelle Mag Group, un gros deal de 500 millions de dollars pour venir tokeniser des actifs à Dubaï. Donc on est quand même sur quelque chose de concret, de réel. Ils ont d'ailleurs tokenisé un petit méga manoir de 75 millions de dollars dans les résidences du Ritz-Carlton. Donc comment vous dire que on n'est pas sur un F3 à Quimper. Et derrière ils ont tokenisé ça en proposant du yield à 8% de stablecoin en OM token. Donc c'est un projet qui se développe de manière très puissante, et je pense que si vous voulez vous positionner sur le narratif Real World Assets, vous avez du coup OM qui est un peu la blockchain de Layer 1, le socle des Real World Assets. Vous avez Ondo qui est un projet un peu plus corpo qui va venir tokeniser par exemple des bons du trésor et donc qui est assez soutenu par des gros groupes, qui est ici. Vous avez Centrifuge et Maple qui actuellement n'ont pas énormément de hype, mais il y a quand même un cumul de projets qui est assez intéressant et qui vous permet de vous créer un bon pool de tokens sur ce narratif là. Voilà pour le petit point, mais je trouve que ce dashboard il est pas mal intéressant en vrai, parce qu'il donne vraiment un recul assez pointu sur ce qui se passe.